Bonjour, je m'appelle Pierre Cubaud, je suis enseignant au département informatique du Conservatoire des Arts et Métiers. Et je suis Stéphane Atkin, également enseignant au département informatique du Conservatoire national des arts et métiers. Et nous allons vous présenter ce cours qui est une introduction aux technologies des médias interactifs numériques. Donc, comme son titre l'indique, ce cours est essentiellement consacré aux aspects techniques. Nous ne parlerons pas de la création, juste une introduction à certains processus. Et nous ne parlerons pas du tout des nombreux enjeux de société, l'économie, le droit, l'éthique, qui sont bien entendu essentiels, mais qui ne font pas l'objet de ce cours. Alors, commençons par donner un exemple de média interactif numérique, le MOOC, que vous êtes en train de regarder et d'écouter. Donc, nous communiquons avec vous, et vous communiquez avec nous. Vous pouvez même communiquer entre vous, entre élèves qui suivent ce cours. Et donc, c'est bien un média interactif. Il est numérique, puisque nous passons par les réseaux, les ordinateurs. Est-ce que c'est vraiment nouveau? Et pas totalement, puisque dans les années 60, au Conservatoire national des arts et métiers, j'étais étudiant à l'époque, et le cours d'informatique générale du professeur Namian, qui avait lieu dans le grand amphithéâtre, qui contenait 600 personnes, alors en principe il aurait dû y avoir que 500, était rediffusé 3 fois dans la semaine dans des salles, et était aussi diffusé par l'ORTF à la télévision. Et donc c'était le MOOC de cette époque glorieuse. Est-ce qu'on peut essayer de comparer les deux? Eh bien, d'un côté, le MOOC analogique, de l'autre, le MOOC numérique. Que peut-on dire du point de vue avantages et inconvénients? Alors, le MOOC numérique a certainement un avantage fort, c'est que vous pouvez le suivre, le regarder à votre rythme. Vous pouvez suivre plusieurs séances simultanément, choisir le jour où vous les regardez. Alors que le MOOC ancien, lui, avait des horaires et des dates fixées. De même, vous pouvez communiquer à travers les autres élèves de façon asynchrone et donc gérer votre rythme de communication. Donc c'est certainement un avantage très fort du MOOC numérique qui ira en grandissant. Comme on l'expliquera dans certains de ces cours, en fait, une des grande possibilité des médias numériques, c'est la personnalisation. Vous pourrez progressivement personnaliser vos cours, ce que vous en retenez. Donc, c'est un atout très fort. Maintenant, n'y a-t-il que des avantages? Peut-être pas. Une des forces du MOOC des années 60, c'était qu'à un moment donné, les élèves devaient se retrouver physiquement pour discuter du cours, pour passer des examens, pour rencontrer les enseignants. Et il ne faudrait pas oublier l'importance de cet échange dans la vie réelle. Et donc, il est important que progressivement, toutes ces formes d'enseignement à distance, telles que celles qui sont pratiquées actuellement au CNAM, amènent les élèves et les enseignants à se retrouver. Mais ce n'est pas du tout impossible. Nous allons donner un second exemple qui est justement basé sur la localisation physique du média numérique. Il s'agit du projet Transport Amoureux qui a été développé en 2009 dans le cadre du festival Futur en scène de Cap Digital. Donc Transport Amoureux, c'est un système de post-it virtuels. C'était l'époque du premier iPhone, ça marchait sur les iPhones, et ces post-it virtuels pouvaient être déposés et lus le long d'une ligne de tramway à Paris, la ligne T3. C'est-à-dire que c'est exactement comme un SMS, sauf que c'est exactement le contraire. C'est-à-dire ça s'adresse à tout le monde peut lire le post-it virtuel, mais par contre, il faut être à l'endroit où il a été déposé. Et donc, ce système a fonctionné pendant 3 semaines, et progressivement, les gens en ont développé une forme de réseau social localisé. C'est-à-dire, ils ont commencé à commenter les qualités des restaurants le long de la ligne de tramway, à discuter du fait que le tramway arrivait à l'heure ou pas, et s'il était suffisamment fréquent, et puis bien entendu à se donner des rendez-vous amoureux. Nous l'avions intitulé Transport Amoureux, de façon à faciliter cet échange qui jusque-là se faisait de façon analogique dans la presse. Stéphane vient d'employer dans son introduction plusieurs termes techniques.
numérisation, interaction, etc. Donc le cours est précisément organisé pour offrir une compréhension progressive de ces termes et de tous les enjeux techniques sous-jacents. On va commencer par une semaine consacrée à la numérisation des médias, essentiellement la problématique de l'échantillonnage, qu'a brièvement évoqué Stéphane. Ensuite, l'enjeu d'interaction. Et après, on partira sur des cours plus spécifiques qui nous permettront d'évoquer comment on construit des images et des sons à partir de modèles. C'est l'enjeu de la synthèse. Et ensuite, comment on utilise ces médias synthétiques dans une association de l'homme avec le réel, donc l'enjeu de l'augmentation. On a vu ensuite, on a prévu ensuite de parler de deux grandes catégories d'applications des médias interactifs, la problématique de la lecture au sens très très large, puisqu'on va parler aussi de visualisation d'informations, et la problématique du jeu, le jeu vidéo. Alors, le cours est organisé en un équilibre qu'on a espéré le plus judicieux possible entre la théorie et la pratique. On aura beaucoup de démonstrations et puis pour vous des exercices à partir de l'utilisation du logiciel processing. Il y aura enfin pour vous plusieurs moments de quiz pour évaluer vos connaissances. Alors, je viens de mentionner processing, ça c'est une composante importante du cours. Ce logiciel, vous allez devoir le récupérer, l'installer, le faire marcher sur votre propre machine et petit à petit, dans le fil du cours qu'on passera ensemble, en découvrir les possibilités. Alors ce logiciel a été créé par une communauté qui devient de plus en plus large d'ailleurs, de gens qui sont issus soit du monde du design et de la création, soit du monde de l'informatique et des ingénieurs. Et leur propos est vraiment de tenter de créer un vocabulaire commun entre ces deux communautés. Là, j'ai mis un extrait qui figure sur le site web du logiciel, que je trouve assez drôle, où on voit que en fait, chacun essaye de tirer vers l'autre, tirer l'autre communauté vers soi, avec évidemment des enjeux pas forcément qui sont ceux prévus, quoi. Alors quoi qu'il en soit, ce logiciel a été créé au début des années 2000 par deux jeunes doctorants du MIT et de UCLA. Il est basé sur le langage Java, qui est un important langage de programmation aujourd'hui. Il est complètement, de ce fait, multiplateforme, donc que vous ayez un Windows, un Mac ou un Linux, les mêmes programmes s'exécuteront dans les mêmes conditions, donc ça c'est important pour les échanges. Voilà, une très grande communauté qui se développe, et dans les versions très récentes, le logiciel permet même de faire du développement pour smartphones et tablettes, mais dans le cadre de ce petit cours, on n'aura pas le temps d'évoquer ces possibilités. Donc je voudrais que dans une première étape, avant que le cours commence à proprement parler, vous preniez le temps d'installer ce logiciel. Je mets en gros l'URL du site de Processing, vous n'aurez aucun mal à le trouver, et vous verrez, c'est un site en anglais, mais je pense que vous localiserez facilement la page qui concerne les téléchargements, et je pense que ce serait plus simple que tout le monde prenne la même version du logiciel, et en particulier celle qui est la version 1.5.1, qui est extrêmement stable et robuste, même si elle n'intègre pas les dernières nouveautés croustillantes. Ensuite, une fois que vous l'aurez installé, il faudra faire des tests pour voir que tout marche bien. Avec le logiciel arrivent des petits exemples de programmes. Il y en a en fait même un très grand nombre, il y en a à peu près 200. Donc je ne vous demande pas de tester les 200, mais d'en prendre juste un ou deux pour voir que tout va bien. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Bon, je viens de lancer Processing. On va tout de suite aller chercher les exemples. Vous voyez que ça arrive déjà prévu dans le logiciel. Voici la longue liste d'exemples, ils sont organisés en dossiers. Je vais chercher un qui m'intéresse particulièrement, il est dans le dossier des exemples associés aux librairies de Processing, en particulier dans la rubrique vidéo. Et voilà, je vais lancer le premier d'entre eux, ça s'appelle ASCII Vidéo. Voilà, je viens de lancer du coup l'environnement, l'éditeur. Le programme en question est assez complexe et pas à mettre entre toutes les mains et certainement pas pour des débutants.
Mais encore une fois, c'est juste pour tester l'environnement lui-même, pas tellement pour apprendre le langage. Donc je lance le programme, cette petite touche qui va devenir votre grande amie dans les semaines qui suivent. Et voilà, le programme s'est lancé. En fait, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le flux de la webcam de mon ordinateur et il transforme la vidéo en un coloriage avec de la typographie, d'où le terme ASCII vidéo. Vous voyez que c'est assez fluide. Avec ma machine, tout marche bien. Voilà, on va arrêter là le test, tout est OK. Alors, je ne traiterai pas de tous les aspects de processing. Je pense que ce serait, si le sujet vous intéresse, sachez qu'il existe plusieurs bons livres consacrés à ce logiciel. D'abord, 2 livres en français, à ma connaissance les 2 seuls. Le premier, à gauche, est un livre très pratique qui étudie pas à pas les différentes thématiques du propre à processing, donc de gestion du graphisme, de gestion de la 3D, etc. etc. Un autre livre, peut-être un propos plus ambitieux, qui s'appelle Design génératif, qui donne des exemples très très intéressants de production essentiellement graphique, avec peut-être un niveau de difficulté supérieur. Et puis dans la communauté anglo-saxonne, bien sûr, il y a beaucoup plus d'offres. D'abord, les créateurs du logiciel eux-mêmes ont écrit un excellent ouvrage qui inclut entre autres des entretiens avec des artistes qui ont utilisé Processing. Je pense que c'est un livre vraiment de référence qui va au-delà du simple sujet du logiciel lui-même. Et j'indique aussi 2-3 autres bons exemples en anglais. Et donc, lors de la conclusion de ce MOOC, comme vous risquez de vous ennuyer, vous n'aurez plus rien à faire, eh bien, nous vous proposerons une vaste bibliographie complémentaire couvrant l'ensemble des domaines que nous aurons abordés et même au-delà.